La synthèse numéro 6 qui porte sur la dernière rotation d'électricité. Donc commençons tout d'abord par la fiche numéro 16 qui était sur la tension électrique. Donc ça, c'est les définitions. La tension électrique, c'est une grandeur physique qui correspond à la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Ce n'est pas à retenir par cœur. Cette tension électrique, elle se note U majuscule et elle se mesure en volts. Donc le symbole de volt, c'est V. Donc attention, là, il ne va pas falloir confondre grandeur et unité. La grandeur, c'est la tension et l'unité, c'est le volt. Alors, ça peut vous paraître bizarre que ce soit un U. En fait, le T minuscule, c'est déjà pris pour le temps. Le T majuscule, c'est pris pour la température. Et donc, il a été décidé de prendre la lettre qui suivait dans l'alphabet. Donc, quand vous voyez noter U égale 5 volts, ça veut dire la tension est égale à 5 volts. Pour les unités, au niveau du tableau, vous voyez qu'on l'agrandit un petit peu par rapport à ce qu'on avait vu pour les ampères. Donc, on va aller du millivolt jusqu'au mégavolt. Et alors, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, ce soit un M majuscule. Donc, mégavolt, ça veut dire 1 million de volts. Et là, c'est des millivolts avec un M minuscule. Donc 1000 fois plus petit qu'un volt, un millième de volt. Donc pour réaliser les conversions, c'est toujours comme d'habitude avec le même système que vous connaissez depuis le primaire. Alors cette tension électrique, elle va se mesurer avec un voltmètre. Donc le symbole du voltmètre, le voici. Donc comme pour l'ampèremètre, un rond avec un V à l'intérieur. Et on indique les bornes qui cette fois-ci sont V et com. Comme je vous rappelle, ça veut dire commune. Donc c'est la borne qu'on utilise tout le temps. Voici des photos de différents voltmètres. Donc comme je vous ai déjà dit, attention, ça c'est ce qu'on utilise en classe. Ne pas se référer à la couleur parce que vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de couleur. Ça dépend de la marque de fabrication. Et là, on a un voltmètre à aiguille. Alors, je vous rappelle à quoi ressemble notre voltmètre. Donc ça s'appelle aussi un multimètre, pardon. Et en fonction de son réglage, il peut être ampèremètre ou maintenant on voit voltmètre. Donc on a ici l'écran, on a ici le sélecteur, donc c'est-à-dire le bouton qu'on va pouvoir tourner. Ici on a les bornes, donc nous on va utiliser les bornes V et com cette fois pour l'utiliser en voltmètre. On a les zones de calibre, donc c'est les zones qui vont être colorées. Donc là, ça indique la zone de calibre des ampères, mais nous, bien sûr, on va prendre une autre zone de calibre. C'est juste pour vous montrer au niveau du vocabulaire ce que c'est que la zone de calibre. Et ensuite, dans ces zones de calibre, il y a les calibres. Donc les calibres, c'est les chiffres. Et c'est là on va pouvoir positionner le sélecteur. Donc, déjà au niveau de la zone de calibre, nous, vous voyez qu'il y a deux zones bleues, toutes les deux avec des V. Donc, vu que nous, on mesure une tension qui est en volts, il va falloir qu'on se positionne dans une zone de calibre bleu. Et il y a une différence, il y a celle-ci que j'ai entourée en rouge avec trait pointillé, c'est-à-dire que c'est du courant continu. Et celle-ci avec une vaguelette, c'est-à-dire du courant alternatif. Nous, nos générateurs sont toujours réglés en courant continu. Donc, en fait, c'est de ce côté-ci qu'on va placer notre sélecteur. Et on commence toujours par le calibre le plus grand, donc c'est-à-dire 600 volts. Alors justement, donc le voltmètre se branche en dérivation. Donc ça, c'est la grosse différence par rapport à l'ampèremètre. Le courant va arriver par la borne V et sortir par la borne com. Je vous rappelle que le courant tourne dans le sens du plus vers le moins. Donc il faut déjà connaître le sens du courant pour pouvoir placer les bornes du voltmètre correctement. Donc voici différents exemples. Donc ici, les bornes V et com. Ici, on voit qu'on a bien placé notre sélecteur dans la zone de V avec trait pointillé pour dire que c'est une tension en volts et qu'on est en courant continu. Alors ici, par exemple, vous voyez que le voltmètre est bien placé en dérivation et il est placé en dérivation aux bornes de la lampe L1. Donc, il va mesurer la tension de la borne L1 qu'on notera U majuscule L1. Ici, on a mis 5 voltmètres qui vont mesurer des choses différentes. Donc, le voltmètre numéro 1 va mesurer la tension aux bornes du générateur, qu'on appellera UG. Le voltmètre numéro 2 va mesurer la tension aux bornes de l'interrupteur, qu'on appellera UI. Là, le voltmètre numéro 3 va mesurer la tension aux bornes du fil, donc UF. Ici, c'est la tension aux bornes de la pile, de la lampe, pardon. Donc, ce sera UL. Et celui-ci va également mesurer une tension aux bornes d'un fil. Donc, vous voyez que
il va falloir être vigilant, le voltmètre se branche en dérivation. Ici, les bornes ne sont pas indiquées parce que sur le générateur, il n'y a pas le plus et le moins. C'est un schéma que j'ai trouvé directement fait sur Internet. Alors, petite question pour voir si vous avez compris. Donc là, on vous demande sur ce circuit, quel est le voltmètre et quel est l'ampèremètre. Et donc, quelle est la tension électrique et quelle est l'intensité? Alors, en fait, il y a deux justifications possibles. Donc ici, on voit qu'on a utilisé les bornes A et COM et qu'on s'est placé dans la zone des milliampères. Donc, ça veut dire que du coup, la valeur affichée, ce sera une valeur d'intensité, donc grand I, égale 4,0 milliampères. Et on voit que c'est placé en série et que donc un ampèremètre se branche en série. Ensuite, ici, on voit qu'on a pris les bornes V et COM, qu'on s'est placé dans la zone de calibre des volts et qu'on est branché en dérivation. Donc, on est sûr que c'est le voltmètre. Et donc, on est en dérivation aux bornes de la lampe, donc on mesure la tension de la lampe. Donc, la valeur de la tension, ce sera UL égale 6,0 volts. Alors, pour les calibres, en fait, la règle, c'est qu'on choisit toujours le calibre le plus grand, parce qu'on ne connaît pas la valeur de la tension. Et ensuite, on diminue le calibre pour être de plus en plus précis. Donc là, 3 exemples qu'on n'a pas mis dans l'ordre. Donc vous voyez que ici, on n'a pas mis la photo sur le 600 volts. On a directement la photo sur le 200. Vous voyez que la valeur qui est lue, c'est 1,5 volts. Ensuite, le calibre qui est en dessous, c'est 20 volts. Et vous voyez qu'on gagne en précision. Au lieu d'1,5, on a 2 chiffres après la virgule, 1,53. Et quand on se place sur le calibre 2 volts, on a une valeur encore plus précise avec 3 chiffres derrière la virgule, 1,539 volts. Donc dans ce cas, c'est le calibre 2 volts qui est le plus adapté et le meilleur calibre. En fait, il faut toujours avoir le calibre le plus petit possible, mais au-dessus de la valeur qu'on mesure, sinon on a un symbole d'erreur que vous avez eu lors des manipulations et qu'on va voir sur la diapo juste après. Donc, si le calibre choisi est trop petit, en fait, le voltmètre ne va pas pouvoir mesurer et il va indiquer un message d'erreur. Ce message d'erreur, ça peut être deux choses différentes en fonction des fournisseurs, des fabricants. On peut avoir un 1.0, comme ici. Donc, c'est ce que vous avez eu en TP. Attention, il ne faut pas confondre avec 1 volt. Vous voyez que le chiffre est placé complètement à gauche. Donc, c'est un message d'erreur. On peut aussi avoir un E majuscule en fonction des marques de voltmètre. Donc ça veut dire que le calibre qu'on a choisi est trop petit. On ne peut pas mesurer. Par exemple, si on a une valeur de 6,3 volts, on ne peut pas se mettre sur le calibre 2 volts parce que le calibre 2 volts, ça veut dire qu'on mesure 2 volts maximum. Donc ce n'est pas possible. Alors ensuite, dernière petite chose à voir et à comprendre sur la tension, c'est que quand on fabrique un appareil, par exemple une lampe, il y a une tension nominale. Donc en général, elle est inscrite sur l'appareil. Si on fournit à cet appareil une tension qui est supérieure, cet appareil va être en surtension. Si on lui fournit une valeur inférieure, il sera en sous-tension. Et si on lui fournit une valeur qui est voisine, il sera adapté. Donc voilà ce que ça donne par exemple avec des lampes. Donc si on a une lampe par exemple qui est de tension nominale 6 volts, on lui fournit une tension de 12 volts. Dans ces cas-là, elle est en surtension, elle va briller beaucoup trop et elle risque de griller. Si on lui fournit à cette lampe une tension de 3 volts, elle sera en sous-tension et donc du coup, elle n'éclaire pas assez. Et si elle est adaptée, donc on lui fournit justement 6 volts, elle va briller normalement. Dernière chose concernant les volts, en fait le nom de volt vient de Monsieur Volta. C'était un physicien italien qui a inventé la pile électrique qu'on va voir dans la deuxième fiche de la rotation. Et donc pour lui rendre hommage, en fait, on a choisi son nom pour l'unité de la tension électrique. Donc voilà tout ce que vous avez à savoir sur la tension électrique. Passons maintenant à la fiche numéro 17 sur les conducteurs et les isolants. Donc, pour savoir si un conducteur est isolant ou conducteur électrique, on fait un circuit en série. Dans ce circuit en série, on place un générateur, donc là on a mis une pile, une lampe ou un buzzer et le matériau à tester. Si le matériau laisse passer le courant, on va avoir la lampe qui s'éclaire ou le buzzer qui va sonner. Ça veut dire que le matériau est conducteur. Si jamais
il ne laisse pas passer le courant, la lampe sera éteinte, le buzzer ne sonnera pas, et donc du coup, le matériau est isolant. On peut aussi tester les liquides, c'est ce que vous avez fait en classe. Donc pour tester la conductivité des liquides, on utilise le même principe, sauf qu'il faut qu'on ait un électrolyseur, donc il ne ressemble pas tout à fait à ce que vous avez utilisé en classe, mais ce qui est important, c'est qu'ici on a 2 électrodes, et que du coup on a le liquide, et le courant va arriver par une électrode, va traverser le liquide, arriver à la deuxième électrode, ces 2 électrodes sont en métal, parce que le métal est conducteur, et repartir. Donc si la lampe ici est allumée, le liquide est conducteur. Si la lampe est éteinte, le liquide est isolant. Et en fait, les seuls liquides qui seront conducteurs de courant électrique, c'est les liquides qui contiennent des ions. Donc les ions, vous ne savez pour l'instant pas ce que c'est. C'est quelque chose que vous découvrirez un peu plus précisément au programme de 3e. Passons à la pile voltaïque. Donc c'est la pile qui a été inventée par Monsieur Volta. Donc voici à quoi elle ressemblait. En fait, il a appelé ça une pile parce que c'est un empilement de différents matériaux. Donc en fait, on empile 3 couches et on va répéter ça indéfiniment et ça va pouvoir créer du courant électrique. Donc en fait, la première couche, c'est une plaque de métal qui est en cuivre. Le métal est conducteur. Ensuite, on a un matériau qui va pouvoir être imbibé avec un liquide conducteur, donc un liquide qui contient des ions. Donc ce matériau, ça peut être du tissu, ça peut être du carton. Et ensuite, on a un deuxième métal, il faut qu'il soit différent. Et donc là, c'est le zinc. Donc ça, c'est la pile historique qui a été inventée par Monsieur Volta. Elle faisait celle-ci plus d'1 mètre de haut. Et donc, c'est comme ça qu'il a découvert qu'on pouvait créer du courant électrique. Alors, dernière petite chose, pourquoi les fils électriques que vous utilisez en classe et les fils électriques en général sont équipés d'une gaine en plastique? C'est tout simplement parce que l'intérieur des fils est en métal et que du coup, si on touche le métal, c'est dangereux pour le corps humain, on peut se faire électriser ou électrocuter. Et donc du coup, on utilise une gaine en plastique autour parce que le plastique est un matériau isolant et que c'est un matériau très souple. Donc on va pouvoir bouger ces fils en plastique. Voilà ce que vous avez à savoir sur la fiche numéro 17. Donc la dernière fiche de cette rotation, c'est sur la sécurité électrique. Donc il faut savoir que le corps humain est conducteur et qu'il peut se faire électriser. Donc électriser, c'est quand le corps humain est traversé par un courant électrique. Et électrocuter, c'est quand on est traversé par un courant électrique, mais que ça entraîne la mort. Donc attention, parce que souvent on dit qu'on se fait électrocuter, ce n'est pas possible, si on est électrocuté, on est mort. Dans le terme scientifique, on devrait dire qu'on est électrisé. Ce qui est très important aussi et qui est très dangereux, ce qui provoque le plus souvent des incendies dans les maisons, à part les combustions, d'un point de vue électrique, c'est les courts-circuits. Donc en fait, le court-circuit, c'est le fait de relier les 2 bandes d'un dipôle par un fil de connexion. Le courant électrique va alors passer dans le fil entièrement, il prend le chemin le plus facile et donc du coup le dipôle qui est court-circuité ne fonctionne plus. Donc ici par exemple le courant va sortir par la borne positive, va traverser le moteur et quand il arrive ici il a le choix entre passer dans le fil ou passer dans la lampe. Donc il ne va pas du tout passer dans la lampe. L'intégralité du courant va passer dans le fil, donc cette lampe ne s'allumera pas, elle n'est pas grillée, c'est juste qu'il n'y a pas de courant qui passe dedans. Et donc du coup, on dit qu'elle est court-circuitée. Donc là, le fil de court-circuit relie bien une borne de la lampe à la deuxième borne de la lampe. Donc c'est ça ce qu'on appelle un court-circuit. Donc les courts-circuits des générateurs et des piles sont dangereux, c'est eux qui peuvent provoquer des incendies. Donc c'est ce que vous avez fait par exemple ici avec une pile. Donc je vous rappelle qu'une pile comme celle que vous avez utilisée en classe, c'est 4,5 volts. Et ça peut quand même mettre le feu à la paille de fer. Donc imaginez ce que ça fait quand on a 220 volts et que on a la même chose que ce qui se passe ici à l'intérieur des fils électriques, ces fils électriques étant à l'intérieur des murs. Donc c'est ce qui peut provoquer des incendies dans les maisons. Alors, il faut faire très attention quand on fait un circuit électrique parce que les interrupteurs, en fait, ils peuvent provoquer des courts-circuits. Il ne se passe rien tant que l'interrupteur est ouvert et quand on ferme l'interrupteur, hop, on peut court-circuiter. Et si on court-circuite un dipôle, c'est pas très grave, mais si on court-circuite le générateur, là, ça peut être grave et ça peut endommager le générateur. Donc là, 2 exemples. Ici, par exemple, on voit que c'est un circuit en dérivation et que
si on prend ce premier chemin, l'interrupteur, quand il est fermé, ça agit comme un fil. Et le courant, donc par le plus, ne traverse aucun dipôle et revient au moins. Donc on a court-circuité, c'est la pile. Et du coup, il se passe un échauffement à l'intérieur des fils qui peut provoquer un incendie. Même chose ici, la pile est ici. Et on a un chemin ici avec uniquement un interrupteur. Si jamais on ferme cet interrupteur, on a un des chemins possibles qui ne traverse aucun dipôle. Donc tout le courant va partir ici parce que c'est le chemin le plus facile. Il ne va absolument pas aller dans la DEL ni dans le moteur et la lampe. Et donc on court-circuite également ici la pile. Alors, on a des choses qu'on utilise pour justement se protéger des courts-circuits. Le premier, c'est les fusibles. Alors, les fusibles, c'est des petits tubes en verre ou en porcelaine. Donc là, c'est en verre, là, c'est en porcelaine, avec une intensité qui est notée dessus. C'est surtout l'intensité qui est importante. 230 volts, c'est la tension du secteur en France, donc celle qui est dans les prises de courant. Et donc ici, on a un fil métallique. Ce fil métallique va être de plus en plus gros en fonction de l'intensité pour laquelle il protège. Et si jamais on dépasse, par exemple ici, là c'est un fusible de 5 ampères. Donc si jamais on dépasse l'intensité qui est inscrite, c'est-à-dire 5 ampères, le fusible ici à l'intérieur, le fil métallique va fondre et donc du coup ça va couper le circuit. Alors un fusible comme ça coûte moins d'1 € et donc on s'en sert pour protéger les appareils. Par exemple dans les générateurs que vous utilisez en classe, les générateurs c'est des appareils qui coûtent 4 à 500 €. Donc on met des fusibles de protection comme ça si jamais il y a un court-circuit du générateur, c'est le fusible qui va griller, qui va couper le courant et donc du coup normalement le générateur n'est pas endommagé. Alors dans les maisons, on utilise maintenant pour remplacer les fusibles des disjoncteurs. Donc en fait le disjoncteur ça fonctionne un petit peu pareil, sauf que ça agit comme un interrupteur. Donc dès que là par exemple vous voyez que c'est 30 mA, donc on a un disjoncteur de 30 mA. Si le courant est supérieur à 30 mA, il va ouvrir le circuit, agir comme un interrupteur. L'avantage du disjoncteur c'est que on a juste à le réenclencher. Si on n'a pas résolu le problème, ça va disjoncter aussitôt. Alors que le fusible, une fois qu'il est grillé, il faut en racheter un et il faut le changer. Là, on n'a pas besoin de changer l'appareil. Donc c'est pour ça que maintenant, on utilise dans les maisons notamment plus les disjoncteurs que les fusibles. Par contre, vous voyez, c'est un petit peu plus gros. Donc on ne peut pas utiliser ça dans tous les appareils. C'est pour ça que les deux sont encore utilisés. Donc voilà tout ce que vous avez à connaître sur la rotation numéro